الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الأوفياء المنتجبين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kwezi waishilizi wahesauti ya internet yezevoti zarelwa jana watolwa ze resulta wa Komor kamil kwa jajibi mimi chirenge fursoin usiku leo mjeni behe message nirongoze Wandrikao Gwatundao zevotizini Wandrikao Duabe hojazi tunde Nde mana ikao Gamdregwe furso inu Ili Mrongowe kifaransa Aswa inu message anzwanibe. Mes chers compatriotes, en analysant les élections du 21 février 2016, ça me laisse croire que la population comorienne n'a jamais voulu être heureuse dans un Comore où les régimes depuis 40 ans, or les années d'Ali Swali, n'ont plus rien à offrir de viable à la nation. L'élection de ce 21 février 2016 était, pour les pacifistes de tous bords, la seule occasion restante de pouvoir encore en finir avec le régime Ikililou par des moyens révolutionnaires pacifiques avec un minimum de dégâts. Mais avec la promesse d'un changement immédiat. Tout ce que cela demandait, c'était des politiques courageuses, sachant véritablement ce qu'elles veulent. Les candidats de cette élection présidentielle et les candidats des gouverneurs ne semblent pas avoir su ce qu'ils veulent. Et pourtant, qu'est-ce qui manquait à ces politiques candidats? Tous les ingrédients classiques y étaient. Popularité, les candidats en avaient. Quand un candidat sans moyen de corruption de l'électorat comme Larifou, par exemple, est capable de réunir plus de 1000 personnes à un meeting là où Mamadou, pour avoir le même nombre, est obligé de corrompre la population à coups de milliards de francs comoriens ou des épaules de poulet ou des bouteilles de boisson, etc. Chers compatriotes, on ne pouvait pas à un seul moment douter de l'estime que Maître Larifou avait auprès des Comoriens. Il n'y avait en effet pas match. Chers compatriotes, nous avons un pouvoir aux abois. Il ne faisait aucun doute que le régime était au plus faible de son règne. Sans l'argent de l'État ou des Saoudiens pour se fabriquer une popularité de façade. Le régime n'aurait jamais pu survivre, car il n'avait plus les pieds sur terre. C'est pourquoi le régime a refusé les assises, et c'est pourquoi il a refusé le vote de la diaspora comorienne. À cela, mes chers compatriotes, s'ajoute la monopolisation extrême des médias,
les listes électorales fantaisistes non fermées jusqu'au jour du vote avec des procurations refusées par le ministre de l'Intérieur et acceptées par certains des présidents de bureau. La corruption directe des électeurs, le montant des patrimoines déclarés à la Cour constitutionnelle est très largement inférieur au montant dépassé dans cette campagne par les trois gagnants soi-disant. L'importation d'observateurs électoraux à la solde du régime et les brimades diverses visant à réduire la marge de manœuvre des autres candidats. Des signes évidents de fébrilité donc, qui montraient indéniablement un régime affaibli, vivant dans la crainte et la hantise de tout perdre. En gros, le degré d'effort fait par le régime pour survivre à cette élection donne une idée claire de son degré d'affaiblissement. Il n'y avait dans ce régime aucune certitude de gagner. D'où la corruption tous azimuts, dont le régime ne se cachait même plus, multipliant dons électoraux sur dons électoraux pour corrompre tout ce qui bouge. D'où aussi la préparation de certains militaires de ce régime, comme le montre la lettre de réquisition de toutes les forces armées par Boléro pour ce changement de chaise. Ainsi, la seule chance de ce régime de gagner ou de perdre allait uniquement dépendre de ce que les candidats eux-mêmes allaient faire. C'était donc un contexte de victoire certain pour l'opposition si elle avait su ce qu'elle voulait réellement. Chers compatriotes, la question est simple. Qu'est-ce qui a alors manqué aux candidats favoris, pourtant populaires? Tout simplement, il aura manqué une stratégie d'opposition. Autrement dit, ce que moi, professeur Bachraïl Mohamed Farid, j'avais prévu vient d'arriver. Ikililou, Mamadou, Boléro, Msaïdié viennent d'humilier tous les candidats de la manière la plus douloureuse qui soit. Ils ont concocté à ces candidats des résultats sur mesure qui, bien que préfabriqués, sont à la mesure des graves erreurs commises par l'ensemble des candidats eux-mêmes. Ce n'est pas Ikililou, Mamadou, Msaïdié et Boléro qui ont battu Fahmi et les autres. Se sont battus eux-mêmes en se prêtant à une mascarade qu'ils auraient mieux fait d'éviter afin de sauvegarder un peu de leur dignité d'opposants. À cause d'eux, les résultats du 21 février 2016 apparaissent, hélas, à la communauté internationale comme crédibles alors même qu'ils sont faux, tout simplement parce que Fahmi et les autres se seront prêtés à cette mascarade. Mes chers compatriotes, quand on ne contrôle aucun aspect du processus électoral et quand l'État qui contrôle ce processus est au service d'un régime, il est tout simplement politiquement suicidaire de croire que l'on puisse, comme par baguette magique, gagner une telle élection par la seule force des urnes. C'est à croire que l'expérience politique de Seyd Ali Kemal, Sharif Saïd Ali, Ashirafi Saïd Hassan, etc., une expérience de 40 ans au moins, ne leur a servi à rien au cours de toutes ces années. Le genre d'erreur commise
par ses politiques sidère et reste totalement incompréhensible au vu de la carrure politique que l'on prête à ces messieurs. Mais quand les émotions de ces politiques se seront refroidies et que l'on regardera le passé avec fraîcheur, on remarquera que, logiquement, fraude ou pas, certains candidats n'avaient aucune chance de gagner. Ils oublient d'investir les villages à cause d'immobilistes et paresseux en face des citoyens. Les autres se sont déclarés opposants trop tard, ne se donnant ainsi que quelques mois pour égaler un candidat qui a 38 dates d'avance sur eux. La tâche pour ces hommes, sans être impossible, était néanmoins gigantesque. Tous les candidats n'étaient pas suffisamment préparés. La seule manière pour eux de gagner aurait donc été 1. D'être unis et d'avoir une stratégie commune. 2. De fédérer comme Mamadou l'a fait pour sa putride et mafieuse majorité présidentielle. Toutes les possibles composantes de l'opposition restantes en vue d'un vaste mouvement de masse de toutes les forces de l'opposition. 3. D'adopter une stratégie commune de boycott capable avant le vote de forcer Mamadou Msaïdié à rendre transparent le système électoral afin de garantir à cette opposition impréparée ses meilleures chances de victoire. Or, devant un régime qui avait tout ficelé pour assurer Mamadou la victoire absolue, les opposants n'ont présenté qu'une image pathétique de leader ne sachant trop ce qu'il faisait dans cette galère. Et du coup, ils ont perdu, lamentablement. Je l'ai dit tout de suite, haut et fort. Mamadou n'a pas gagné cette élection, mais c'est l'opposition comorienne qui, par son manque de stratégie, ses tergiversations, ses hésitations, ses mauvais calculs et son refus des assises et du gouvernement d'union nationale, a donné le pouvoir à Mamadou. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir manqué d'avertissement ni de conseils de ma part à tous ces politiques. Maintenant, chers compatriotes, le seul moyen qui nous reste, c'est de s'unir pour arrêter ce deuxième tour en faisant les assises à un gouvernement d'union nationale. Chers politiques, il n'est jamais trop tard. Nous pouvons encore sauver les Comores. Chers politiques des Comores, vous avez commis beaucoup d'erreurs. Participer à une élection perdue d'avance, c'est une erreur monumentale. Il y a 4 mois, j'avais prédit que toute participation à une élection sans les assises, sans la vérité et sans la réconciliation, c'est une élection perdue d'avance. Je dis haut et fort que les candidats ont fait cadeau à Mamadou de la plus belle victoire fraudée de sa vie. Ils ont assuré à Mamadou la crédibilité d'un scrutin qui, pourtant, était le scrutin le plus frauduleux de l'histoire des Comores. Dans toute l'histoire de notre pays, jamais la corruption directe des militants et du peuple n'a été aussi évidente. Elle a atteint, au cours de cette élection, des proportions étatiques, officielles, sans que la Cour constitutionnelle, elle-même corrompue, ne fasse son travail qui aurait dû consister, dans ce cas, à invalider puis reporter cette élection corrompue, même si Larifou et Bako ont signalé le résultat est le même. Vous savez tous et toutes que le régime Ikililou ou la Cour constitutionnelle ne pouvait garantir une élection transparente. Seul un boycott actif, donc révolutionnaire, tel que celui que je recommande dans mes articles mentionnés sur mon blog Narangarilo,
aurait pu garantir non seulement le report des élections, mais également le minimum de transparence qui aurait pu assurer la victoire d'un candidat élu Samagoui. Manque d'unité et de fédération des forces de l'opposition. Les candidats se sont contentés d'amuser séparément la galerie, liquéfiant ainsi le gros potentiel que le pays avait d'avoir une opposition unie parlant d'une seule et même voix. Imaginez, mes chers compatriotes, un Fahmi hautement médiatisé par sa rupture avec Ikililou, faisant équipe avec le vote, avec Larifou, Elbak, Abdoul Wahab, jouissant de leur légendaire popularité d'hommes radicaux, l'opposition aurait vraisemblablement fait le plein des 22% de voix qui se sont affirmées contre Mamadou lors de cette élection. Non pas pour participer dans les conditions que l'on a vues à une élection perdue d'avance, mais pour mieux appuyer l'idée d'un boycott par des stratégies, comme je recommande, visant ainsi à rendre le pays totalement ingouvernable. Le but de l'ingouvernabilité du pays visait tout simplement à obéir une réforme constitutionnelle et électorale saine et la prise en main de l'élection par l'ONU à la manière de certains pays d'Afrique. Mais pour faire aboutir une telle revendication, il fallait à ces ténors de l'opposition mettre de côté leurs grosses têtes. Chacun se voyait déjà président et fédérer tout ce qui restait de l'opposition au Comores. Il fallait ainsi opposer au camp de la majorité présidentielle une majorité de l'opposition qui ferait bloc antithétique et se positionnerait dans une dialectique de combat révolutionnaire. Mais par la fierté et croyance suicidaire en leur capacité de gagner seuls, ces candidats se seront perdus eux-mêmes, laissant ainsi le terrain libre à Mamadou pour les humilier avec des scores indignes et préfabriqués. Mes chers compatriotes, la manque de stratégie politique préélectorale, cette élection aura finalement dévoilé l'état d'impréparation idéologique qui était celui de Sambi, qui savait qu'il ne pourra pas être candidat et qui a maintenu ses illusions et qui a fait vivre toute la population pendant des mois et des mois ses croyances impossibles avec un gouvernement équilibré. Le comble en politique, c'est de menacer sans rien faire. Il aurait alors fallu à Sambi de s'unir avec l'ensemble des politiques pour exiger les assises et la transition dans cette période de vide juridique. Tour de Mayotte. Et si le régime Ikililou refusait, ils avaient alors le prétexte dont ils avaient besoin pour commencer un puissant boycott révolutionnaire avant l'élection. Ensuite, parce que l'opposition est allée de renoncement en renoncement face à un régime qui, pourtant, ne manquait aucune occasion pour la brimer. Quand il aurait fallu poser le débat des assises de transition, l'opposition se contentait de déclarations tapageuses, creuses, sans toutefois faire quoi que ce soit pour obtenir ne fût-ce que le minimum de transparence nécessaire, comme par exemple exiger au minimum la simple prise en main et supervision de l'élection par l'ONU. Le prix de ce manque de stratégie politique aura donc coûté plus que cher à cette opposition et partant au pays tout entier. Non, chers politiques, ce n'est pas Mamadou qui a volé la victoire à l'opposition, mais c'est l'opposition elle-même. Mamadou, depuis le départ, se savait perdant. Ce sont les candidats qui, en refusant de boycotter, ont sauvé Mamadou. Ils ont crédibilisé un scrutin qui, aux yeux des observateurs, était perdu d'avance. Car finalement, on pourra leur demander à quoi cela vous a-t-il servi de vous porter candidat. Au vu de ce que nous savons aujourd'hui,
N'aurait-il pas été plus judicieux de boycotter, sauvegardant par la même occasion un minimum de dignité à une opposition qui gardait ainsi toutes les chances de faire tomber ce régime sans se compromettre et sans s'humilier au travers d'une élection aussi prévisible? Manque de stratégie politique post-électorale. Ici encore, même méthode, mêmes erreurs, même résultat. L'opposition comorienne, constituée par ses candidats, au lendemain de la proclamation des résultats, démontrait qu'elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait, qu'elle n'avait aucune stratégie et que finalement, elle n'en valait pas la peine. Pour une opposition qui se respecte, la proclamation des résultats frauduleux est généralement la dernière chance pour des actions révolutionnaires d'envergure, non pas de manière hasardeuse, mais de manière calculée et stratégique. Il n'y a que Fahmy et les autres candidats qui semblent avoir été surpris par la fraude du régime Ikililou. C'est là un comportement bien étrange au vu de l'évidence. Vu que tout le monde s'attendait à ce que Mamadou s'autoproclame vainqueur, la question n'était donc pas de savoir s'il fallait préparer la révolution, la question était de savoir si l'opposition, sachant que Mamadou allait forcément tricher, avait préparé la révolution, et ceci bien avant le vote. Or, encore une fois, les candidats hors Mamadou viennent de rater la coche. Excusez-moi. Après avoir appris l'élimination du candidat favori au soir, qu'ont fait nos gentils candidats? Ils ont appelé les populations au calme avant, pendant et après le vote. Depuis le début de la campagne électorale, jusqu'au soir même du vote, les candidats n'ont cessé de décourager et de mobiliser leurs propres militants et le reste des populations en les appelant au calme et à la responsabilité. La vérité est donc que ce sont ces appels au calme avant, pendant et après le vote qui ont totalement découragé la population et rendu impossible l'éventualité d'un soulèvement populaire coordonné ou non coordonné aux Comores. En gros, ce sont les candidats qui ont rendu la révolution impossible par ces incroyables appels au calme et à la responsabilité qui n'avait aucun sens devant un régime qui, lui, avait fait preuve d'irresponsabilité tout au long de l'élection. S'ils ne se rendent pas encore compte, c'est qu'ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font, nos politiques. Des vrais politiques, avant le vote et pendant la campagne, auraient non pas appelé au calme et à la responsabilité, mais plutôt à la mobilisation révolutionnaire pour surchauffer la population et la préparer au soulèvement. Les candidats ont fait le contraire. Pire, dès l'annonce de l'élimination du candidat favori, le 24 février à 1 h du matin, M. Hassan Barouane, directeur de campagne du candidat favori, aurait appelé au plus gros soulèvement populaire que les Comores n'ont jamais connu. Car la population en attente est encore surchauffée à ce moment. Il aurait alors suffi de convoquer 10 000 militants pour leur demander de commencer à casser, vu que l'issue ne faisait plus de doute. Je ne comprends pas. Vous continuez à appeler au calme, demandant à la population d'attendre le résultat définitif du vote. Quand Sambi, au stade d'Ajao, parlait de ne plus se faire voler la victoire, moi, Bachrahil, j'ai du mal à voir où se trouvait la stratégie qui allait lui permettre de tenir à sa parole. Monsieur Sambi, il faut battre le fer quand il est chaud. Sinon, ce sont des paroles en l'air. Car quelques jours après l'élection, un peuple désabusé n'a plus le courage de la révolte et a plutôt tendance à se décourager, à se démobiliser. Pour pouvoir encore gagner cette élection, c'est le 24 février au matin, ou au plus tard, le lendemain au soir, que la révolution aurait dû commencer. Curieusement, au lieu de maintenir 10 000 personnes de manière permanente dans le cadre de l'unité des candidats, afin de s'assurer un soulèvement immédiat de 10 000 militants qui auraient, le jour suivant, été rejoints par 10 000 autres dans un soulèvement,
Jamais vu aux Comores, rien du tout. C'est une erreur très grave. Ce que vous êtes en train de faire avec vos appels au calme démobilise au lieu de mobiliser les militants. Face à une dictature s'apprêtant à voler des élections, on n'appelle pas la population au calme, on la prépare à la révolution. Et alors, on s'étonne que la population comorienne soit passive. Et demain, on viendra accuser encore les Comoriens d'être un peuple passif. Mon Dieu, quelle naïveté, quelle impréparation. L'histoire des Comores vient encore de démontrer que ce n'est pas le peuple comorien qu'il faut blâmer pour les échecs successifs, mais les politiques comoriens au cours des 37 dernières années. La preuve. Quelle révolution pouvait-il espérer alors que tout le monde est rentré découragé à la maison? Quelle efficacité espérait-il pour leur appel si, comme on le voit, ils attendaient que ce soit la population elle-même qui se débrouille pour causer la révolution? Et que voulaient dire concrètement les candidats par cet indifférent appel aux Comoriens à se lever et à marcher pacifiquement afin de conduire le destin vers la victoire finale? Apparemment, aucun candidat ne sait pas ce que c'est qu'un soulèvement populaire. Apparemment, ces politiques ne savent pas qu'un soulèvement populaire dit spontané n'existe pas en tant que tel. Apparemment, ils ne savaient pas qu'un soulèvement populaire spontané ne se produit que dans un contexte de crise politique où des opposants auront, au préalable, préparé le terrain pour justement permettre au peuple de se soulever. Chers compatriotes, je veux faire un peu d'histoire